Eh bien, je vois qu'il est 17 heures très exactement, donc nous allons pouvoir commencer. Et je ne serai pas long, rassurez-vous. C'est juste pour dire à Eva Kanchik-Kirschbaum le plaisir que nous avons de pouvoir l'écouter pour une série de 4 cours à commencer d'aujourd'hui. Pour une partie d'entre vous, Eva Kanchik n'est pas une inconnue puisqu'elle a déjà donné des cours au Collège de France il y a déjà pas mal d'années à l'invitation de Jean-Marie Durand et elle est professeure à Berlin. Elle a énormément de cordes à son arc. Elle s'est fait d'abord connaître comme spécialiste de l'époque médio-assyrienne, mais elle s'occupe aussi à l'heure actuelle de tout ce qui concerne Babylone au musée de Berlin, par exemple. Elle a été très impliquée dans beaucoup de projets, et notamment, on peut en parler ici, les projets IGEOMES et Textelsem avec Nele Ziegler dans le cadre d'une collaboration à NRDFG qui a déjà donné beaucoup de fruits et qui va en donner encore. Et à l'occasion de ce séjour, vous allez pouvoir prolonger cela. Et elle nous a proposé une thématique extrêmement intéressante, donc Gilgamesh et la temporalité de l'homme. Et en plus, elle a la gentillesse de parler en français, et donc on la remercie d'avoir fait cet effort supplémentaire. Ma chère Eva, à toi. Mesdames et messieurs, chers collègues, avant que nous entrions dans le monde du Proche-Orient ancien, je voudrais bien exprimer ma gratitude aux professeurs du Collège de France et surtout à vous, chers collègues Sharpa, pour l'invitation à Paris. C'est un honneur et un plaisir particulier pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui et dans les semaines à venir et de discuter avec vous d'un texte qui est sans aucun doute l'une des plus grandes œuvres littéraires de l'humanité. La réflexion sur le monde en catégories et métaphores temporelles, les spéculations sur son début, son âge et sa possible ou certaine fin, ces logoi ont trouvé dans les anciennes cultures autour de Méditerranée une multitude de témoignages, souvent contradictoires, apparemment confus, mais toujours difficiles. On peut trouver des exemples dans toute l'œcuménie. Ce n'est pas seulement dans la figure du dieu grec Aion, et pas seulement à l'époque hellénistique, que des idées du Proche-Orient ancien ont été incorporées. Les Araméens, les Phéniciens, les Syriens, les Égyptiens, les Perses et d'autres, les contacts culturels des voisins méditerranéens au cours du premier millénaire avant le Christ ont été d'une grande portée. D'une grande portée non seulement au sens géographique, mais aussi au sens chronologique, en remontant jusqu'à des temps plus anciens. Et même si nous ne savons pas comment comprendre concrètement l'apprentissage des Babyloniens, que Hérodote cite comme la source de beaucoup de sagesse et des connaissances, dans l'Antiquité, les gens étaient conscients et certains de l'étendue et de l'importance des liens avec le Proche-Orient. Le horizon réel des anciennes idées orientales sur le temps et l'éternité, ces réflexions productives à plusieurs niveaux et pulsantes sont perdues. Mais la tradition cunéiforme des 3 millénaires permet au moins de comprendre les idées des civilisations avancées de la Mésopotamie, des Sumères et des Akkades, de la Babylonie et de l'Assyrie. Les considérations suivantes visent les conséquences
qui résulte de la coexistence d'ordres temporels concrets et matérialisés et d'idées sur la temporalité du monde. J'ai choisi 3 perspectives sur les matériaux cuneiformes. La première traite de la formation d'une économie du temps, c'est-à-dire de l'invention du temps compté en Mésopotamie et de sa connexion avec le monde divin. Ensuite, on va considérer les références aux qualités du temps du monde, telles qu'elles se trouvent surtout dans les textes littéraires et scientifiques. Enfin, donc, au fin du cours, nous demanderons dans quelle mesure l'expérience de ces 2 perspectives du temps, très différentes, a contribué à 2 conceptions générales des qualités du temps telles que l'éternité. Si la différenciation en tant que société historique semble être reléguée au second plan par rapport au thème général des Mésopotamies, c'est parce que c'est précisément dans ces sociétés que la continuité de la tradition constitue la coexistence de l'interaction des idées plus anciennes et plus jeunes, sumériennes et akkadiennes. Face à une conceptualité qui conduit à la notion extrêmement difficile du temps, le philologue, l'épigraphiste, l'assyriologue a généralement recours au mot, au lexème, c'est-à-dire qu'il obtient d'abord des certitudes sur les termes en question, leur utilisation par le contexte sémantique et leur tradition. La tentative d'aborder la compréhension du temps dans l'ancienne Mésopotamie, cependant, conduit à une curieuse découverte. Ni en sumérien, ni en akkadien, les 2 langues les plus importantes de l'ancienne Mésopotamie, il n'existe des mots qui puissent être compris comme des équivalents adéquats pour le terme temps. Cette absence d'une notion linguistique du temps semble correspondre à une caractéristique établie déjà longtemps que des termes abstraits comme religion, littérature, nature, politique manquent dans les 2 langues. Cependant, les phénomènes que nous subissons sous ces termes dans le Proche-Orient aujourd'hui ont été nommés et différenciés conceptuellement. C'est aussi le cas pour le temps. Les 2 langues, ils ont à leur disposition un vaste répertoire d'expressions temporelles, des désignations pour les jours, la nuit, le mois, l'année. Les 2 systèmes linguistiques, l'akkadien et le sumérien, peuvent différencier le passé, le présent et le futur. Il était techniquement possible d'effectuer des mesures complexes sur de longues périodes. L'observation précise des constellations stellaires a permis de prévoir les éclipses et d'autres phénomènes astronomiques. Une vaste littérature chronographique prouve que les périodes de temps servent comme principe d'ordre du passé et du présent. Les pouvoirs d'ordonnancement et d'orientation des références temporelles, tels que les synchronismes et les informations de distance, a été largement utilisé. En revanche, les discours théoriques sur les phénomènes du temps, ils ne sont apparemment pas disponibles. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ici qu'entre en jeu l'épopée de Gilgamesh, qui nous servira également de guide dans l'épistémologie mésopotamienne de l'époque. C'est lui qui a vu les profondeurs. Avec ces mots, le récit connu aujourd'hui sous le titre L'épopée de Gilgamesh
entraîne son public dans une confrontation avec la condition humaine. L'histoire raconte les actes héroïques et les défaites du Gilgamesh, jeune roi de la ville d'Uruk. Mais avant qu'il puisse prendre cette responsabilité sérieusement, il doit parcourir un long et ardu chemin des connaissances de soi, confronté à des questions existentielles fondamentales. Ce texte est donc bien plus qu'un récit héroïque. C'est une confrontation discursive avec des idées mésopotamiennes sur l'être humain. Et dans ces discours, l'aspect temps joue un rôle particulier et cela devient visible dans un réseau de temporalités multiples qui parcourent l'épopée. Ceci met en évidence les techniques des chronotaxis avec les différentes formes de chronométrie et chronologie, les expériences physiologiques et biologiques, les rythmes et les synchronisations qui caractérisent les humains en tant qu'êtres sociaux. Et ces deux perspectives façonnent la conception mésopotamienne du temps qui s'exprime avant tout dans les concepts de durée et de permanence. En traitant des aspects du temps, des structures permettant de surmonter la temporalité sont conquées et mises en œuvre dans la société, par exemple, en les différentes formes des mémoires. Et on va parler de ces choses dans les semaines prochaines. Dans la conférence d'aujourd'hui, je vais d'abord faire quelques remarques introductives sur l'épopée de Gilgamesh comme texte central. Ensuite, dans la deuxième partie de mon exposé aujourd'hui, je donnerai un premier aperçu très général de la structure temporelle du texte. Et les conférences à venir traiteront ensuite des aspects de la gestion du temps, de la conception du temps et de la détemporisation. Le texte de l'épopée akkadienne de Gilgamesh servira de base à cet effet. Première partie. L'historien et assyriologue Jean Battereau ouvre sa grande traduction, le grand travail sur l'épopée de Gilgamesh. Voilà. Par les mots suivants. Je cite, « C'est la plus vieille œuvre littéraire connue à qui l'ampleur, la force, le souffle, la hauteur du ton, l'éminent et l'universel du sujet ont mérité d'emblée le noble titre d'épopée. » Fin de la citation. Ce poème, d'environ 6000 lignes à l'origine, raconte l'histoire du jeune Gilgamesh qui, 2/3 d'homme et 1/3 dieu, a régné sur la ville d'Uruk, dans le sud des basses terres de Mésopotamie. La vue d'ensemble de Google voici, montre la grande région du Moyen-Orient avec la Mésopotamie et les deux fleuves Euphrate et Tigre au centre. Je ne peux pas, si on se voit bien, voilà, ici. Dans les profonds, et sur la plus claire sur la carte simplifiée, la position de la ville d'Uruk est marquée d'une flèche rouge. Voilà une vue aérienne des ruines de Varka, nom actuel du site, qui est fouillé par l'Institut archéologique allemand. Au centre, vous pouvez voir les structures des grands temples monumentaux et des bâtiments d'assemblage. Voilà, ici. Et ici, à gauche, c'est un plan schématique avec les deux quartiers de la ville, et Anna et Kulaba, jusque du parc de la ville. La ville s'étendait sur près de 6 km² et était entourée d'un énorme anneau de murs
que l'on peut encore voir dans les paysages aujourd'hui. À droite, 2 photos prises en 2013. Un autre a une vue sur les Sicourades, la grande tour du temple. Et d'en bas, une vue vers le nord-est. Au fond, on peut percevoir les structures massives du mur. Voilà, une sorte de la ville. L'histoire de la ville remonte au 6e millénaire et elle a toujours joué un rôle important dans les différentes phases de l'histoire de la Mésopotamie, comme centre politique, comme lieu du culte, le dieu Anu et la déesse Ishtar, et comme centre commercial et enfin comme ville de sciences et d'érudition. Uruk est considéré comme le lieu où l'écriture cunéiforme a été inventée dans le cadre de l'économie complexe de l'État primitif à la fin du 4e millénaire avant le Christ. Les plus anciens textes connus en écriture cunéiforme ont été trouvés ici, à Uruk, et ils datent de la fin du 4e millénaire. Voir ici 2 exemples, un plus vieux et un plus jeune. Ils sont séparés par 200 ans. Et d'autre part, à part de ces textes très vieux, Uruk est également exemplaire pour la fin de la tradition de l'écriture cunéiforme, parce que les dernières, ou les plus récentes tablettes en écriture cunéiforme ont été trouvées ici. Ce sont des textes astronomiques de l'année 64 après l'écrit. Gilgamesh, l'héros qui a donné son nom à notre épopée, fait partie de la mémoire historique de cette ville. Son nom est mentionné avec celui d'autres rois héroïques, dirigeants légendaires de la ville, noms comme Lugalbanda ou Enmerkar, roi de Uruk, à qui des grandes légendes sont également consacrées. Mais aucun n'est devenu aussi populaire que celui du jeune roi despotique qui, dans ses aventures, défie les dieux, perd un ami et frère, désespéré de la vie, voyage jusqu'au bout de l'espace et du temps et revient finalement à Uruk, riche en connaissances et en expérience. On peut douter qu'il n'y a jamais vécu un Gilgamesh historique, mais cela n'a en fait aucune importance pour nous, car pour les peuples des Mésopotamies, il a régné comme l'un des derniers grands rois héroïques après le déluge pendant une période de 126 ans. Et ça, c'est un témoin pour cette expérience, cette mémoire historique mésopotamienne, la liste sumérienne des rois qui contient l'entrée suivante, Gilgamesh, dont le père était un fantôme, Lila, seigneur de Kulaba, a régné pendant 126 ans. Le mur d'Uruk est en fait la grande œuvre qui est associée à son nom dans l'Antiquité. La version dite standard de l'épopée, dont je vous montre un fragment de la 11e tablette, que nous connaissons aujourd'hui sous le titre L'épopée de Gilgamesh, a été écrite en Babylonie, à la fin du 12e ou 11e siècle avant le Christ. C'est une époque où des rois tels que Nabuchodonosor Ier ou Hadad-Apla-Iddina ont fait la promotion de la littérature et de la science à grande échelle. Nous connaissons toute une série de traditions textuelles dont la canonisation tombe dans cette période. Et cela s'applique également, cette canonisation, aux histoires du héros et roi d'Uruk Gilgamesh. La création de cette version, l'épopée standard, est liée au nom Sin Leke Unini, un nom qui signifie Dieu Lune répond à la prière. L'historicité de ce personnage est débattue, comme toutes les choses qui sont
assemblée sur Gilgamesh, donc il est débattu et on ne sait pas exactement quel rôle il a joué dans la création de cette version standardisée. Les débats savants sur la distinction entre auteur, éditeur et compilateur rappellent la discussion sur la personne d'Homère et la paternité de l'Iliade et de l'Odyssée. Cependant, on peut supposer, par des petites indications, que Sin Leke Unini, le prêtre et savant, faisait pour la tradition de Gilgamesh ce que d'autres, comme Shupshi Meshre Shakan, ont fait pour Ludlul Belnemeki et Sangil Kinapli pour la série médicale Sagik ou Esangil Kenaubib pour la théodicée babylonienne. Il examine les différentes traditions textuelles, il compare vraisemblablement des manuscrits de différentes bibliothèques et il crée une nouvelle version du texte. Comment est-ce qu'on sait ces choses? On a un texte qui s'appelle Catalogue des textes et des auteurs du palais d'Assurbanipal, qui dit en la ligne 10 la série des Gilgamesh par Sin Leke Unini le. Et ici, le texte devient malheureusement un peu fragmentaire, mais c'est un titre d'une prête. Un autre texte des anciens qui transmettent de telles méta-informations sur la tradition des textes anciens et la liste des sages et des savants que nous connaissons d'Uruk dans une version de la fin du IIe siècle avant l'écrit. Selon les colophons, donc la phrase finale du texte, ici, c'est la fin. Selon le colophon, cette liste a été écrite par Anu Bel-Shunu, un prêtre d'Uruk. Il se dit dans ces textes descendant des Sin Leke Unini, donc descendant du légendaire éditeur de l'épopée de Gilgamesh. La liste elle-même est un témoignage unique de la fierté et de la confiance des anciens érudites. D'une part, elle énumère les noms de sept soi-disant sages qui ont vécu à l'époque précédente des grands déluges, et d'autre part, les noms des 9 savants historiques de l'époque suivante les déluges. Le dernier est un savant bien connu, assemblé au roi assyrien Assarhaddon, du 7e siècle, qui s'appelle Abba Enlil-Dari, mieux connu sous le nom de Achikar. Mais dans cette liste des 9 savants historiques, il y a une entrée que mentionne pendant le règne du roi Gilgamesh, Sin Leke Unini étaient les savants. Donc ça, c'est une fiction, clairement, mais c'est une idée qu'il y a une connexion entre le rédacteur de la version standard de la fin du 2e millénaire avec ces rois fameux du 3e millénaire. La version de Sin Leke Unini comprend 11 tablettes en akkadien et une 12e tablette en sumérien. Chez les savants mésopotamiens, les 3 premiers mots de l'introduction servaient des titres. En akkadien, c'est Sha Nagba Imuru, celui qui a vu les profondeurs. Au XXe siècle, notre ère, le terme l'épopée de Gilgamesh est devenu généralement accepté. Autres noms sont la version en 12 tablettes, si l'on veut indiquer le texte entier, la version 11 tablettes, si on veut indiquer seulement la version akkadienne, ou plus généralement, après le site de découverte principal, version ninivite. C'est la version qui est devenue canonique depuis la fin du 2e millénaire avant le Christ et qui a été trouvée dans de nombreux manuscrits à travers le Proche-Orient. Elle s'inscrit dans une longue tradition quasi multimédiale. Tout d'abord, il y a des traditions orales
les chants et les récitations à la cour des rois, sur les places des villes, peut-être même autour des feux des camps des bergers. Tout cela est perdu pour nous, mais nous pouvons être sûrs que de tels textes oraux existaient non seulement avant les premières versions écrites, mais probablement aussi dans les temps plus récents, à côté des compositions écrites. Deuxièmement, il y a les traditions iconographiques, c'est-à-dire les compositions picturales sur le sceau, en peinture et en sculpture. Et je vais montrer quelques-unes de ces pièces qui peuvent être attribuées au récit de Gilgamesh avec un certain degré de certitude. Voilà, ce sont toutes des pièces qui se trouvent au musée du Louvre, bien sûr. Il y a un sceau cylindre qui montre Gilgamesh qui combat le taureau céleste, et ça date du premier millénaire. Et Pierre Amier a utilisé ce sceau pour étudier les problèmes de l'identification des mythes dans l'art mésopotamien, dans un article intitulé « Les problèmes de la représentation de Gilgamesh dans l'art ». Il y a, par exemple, une plaquette de terre cuite décorée d'une tête du démon Humbaba, dont on va parler la semaine prochaine, un peu plus trouvée lors des fouilles à Tel Asmar du début du deuxième millénaire. Une autre tablette qui figurant le meurtre de ce démon Humbaba de la même période à Larsa, ou aussi peut-être une statuette représentant Gilgamesh debout sur la tête du démon Humbaba. Et à l'occasion, cette figure idéalisée d'un héros maîtrisant un lion du palais de Sargon d'Assyrie, qui est aussi appelée l'image de Gilgamesh. Par rapport aux témoignages fantastiques de la mythologie égyptienne, grecque ou romaine, cela semble naturellement très modeste. Mais comparé à beaucoup d'autres domaines de la mythologie ancienne du Proche-Orient, il s'agit là encore d'une documentation claire. Ce n'est certainement pas un hasard si les terres cuites situent très clairement les histoires de Gilgamesh dans l'art populaire également. Nous avons toujours la tendance à insister beaucoup sur le rôle des rois et de la cour royale, mais ce n'est certainement pas tout à fait faux, mais cela reflète aussi et surtout les conditions de la récupération archéologique. Cela nous mène aux palais royaux, aux bibliothèques des temples, aux chancelleries et aux maisons des scribes. Là, enfin, on trouve la troisième forme des traditions multimédiales qui, j'ai mentionné plus tôt, ce sont les textes en écriture cunéiforme. En fait, on peut distinguer grossièrement 5 couches chronologiques de la tradition de composition écrite sur Gilgamesh. Et sur la projection ici, vous trouverez une représentation schématique qui va accompagner ce que je vais dire. La première couche de la tradition écrite est l'époque de la 3e dynastie d'Ur. C'est la fin du 3e millénaire. Il y a quelques petits fragments de la ville de Nippur en langue sumérienne qui prouvent que déjà à la fin de ce 3e millénaire, une tradition écrite vivante sur les actes de Gilgamesh existait. De la période de l'ancienne Babylone, de la période paléo-babylonienne, c'est-à-dire du 19e, 18e siècle, il existe 5 ou, selon la numérotisation, 6 récits différents en langue sumérienne. Dans un grand nombre de manuscrits, il rapporte des épisodes légendaires individuels dont beaucoup de thèmes se retrouvent également dans la version standard ultérieure. Certains de ces récits remontent certainement à l'époque de la 3e dynastie d'Ur. Ils appartenaient donc en fait à la première phase de la tradition mentionnée ci-dessous,
mais des autres ont probablement été composés au début du deuxième millénaire. De cette époque datent également les premiers textes en langue akkadienne, dont certaines appartiennent à une série intitulée Qui domine tous les autres rois, donc en akkadien Shutur Eli Shari. Ces traditions déterminent également la quatrième couche, la fin de l'âge du bronze. Ici, en même temps que la répartition géographique des versions akkadiennes, en particulier s'accroît, la langue se développe également. À Boğazköy, en Anatolie, on a trouvé des fragments d'une version hittite et d'une composition indépendante en langue hurrite. Enfin, à la fin du deuxième millénaire, l'épopée standard babylonienne, celui qui a vu les profondeurs, a été composée, ce qui a marqué la cinquième et dernière couche de la tradition mésopotamienne. Ici, vous pouvez voir quelques exemplaires de cette tradition. De gauche à droite, un exemplaire d'un récit sumérien de la période paléo-babylonienne, donc du début du deuxième millénaire. À côté, une version de la version akkadienne de la même période, et à droite, un fragment de la version néo-assyrienne de l'épopée standard. Et cette carte ici montre les sites de découverte les plus importants et donne ainsi une impression fragmentaire de l'étendue géographique de la tradition de Gilgamesh. Nous savons que les récits ont également été transmis en araméen et que les motifs ont peut-être migré plus à l'ouest, mais c'est un autre sujet. Avec le temps, l'orientation des récits change. Alors que les rois héroïques est au centre des légendes sumériennes, les contes akkadiens du deuxième millénaire se concentrent sur le destin de l'homme. Et dans la version finale, l'histoire de Gilgamesh représente la confrontation avec la mortalité et la capacité humaine de se connaître et de se changer. Comme on peut voir sur ces collages, des manuscrits différents de cette version standard, les différentes tablettes d'argile sont en partie dans un état très fragmentaire. La répartition des manuscrits sur les différentes tablettes ou chapitres de la version standard est très différente. Certaines pièces ont été en fait copiées plus souvent dans l'Antiquité. Les mieux conservées sont la première et la 11e tablette. Les moins bien conservées, moins d'un quart de la tablette, sont la 4e, la 5e et la 9e tablette. Dans la collection du manuscrit du roi assyrien Assurbanipal à Ninive, cette énorme collection de 20 000 tablettes, il existait au moins 4 éditions du texte. Mais même si de nombreux manuscrits nous sont parvenus, nous n'avons pas encore restauré le texte complet. Environ 60% du récit est plus ou moins bien connu, parfois les plus anciennes versions aident, et il y a aussi souvent des répétitions mot à mot des passages entiers. Une description de l'assyriologue allemand Dies Otto Edzard caractérise encore aujourd'hui cet état de conservation assez bien. Et je cite, « Imaginez n'importe quelle œuvre littéraire moderne, un livre dont environ un tiers des pages a été arraché, où un autre tiers des pages a été coupé de la marge, où les rats des bibliothèques ou les cigarettes ont mangé des trous et des normes, des prépositions, des verbes, soit complètement, soit à moitié, où les taches d'encre ont défiguré des lignes entières au-delà de toute reconnaissance. Puis vous avez devant vous les torses même de l'épopée Gilgamesh. » Fin de la citation. Je vous donne juste un exemple du travail de l'assyriologue épigraphiste pour reconstituer un texte.
c'est l'état physique de la troisième tablette. Et à partir de ces plus petits fragments ici, ensemble avec quelques versions plus grandes, on a pu créer à la fin une reconstruction laborieuse de cette tablette. Mais il y a aussi des pièces très bien conservées, comme par exemple cet exemplaire néo-assyrien de la ville d'Assur. Donc, on a toute une somme de différentes tablettes. Il faut faire cette reconstruction et c'est un travail des décades qui a été effectué par beaucoup de collègues. La partie la plus célèbre de ce texte, cependant, est certainement la version standard du 11e et dernière tablette. Elle contient la version babylonienne du récit du déluge. Là, Utanapishti, le Noé babylonien, raconte à Gilgamesh la construction de l'arche et le grand déluge. Et cette tablette, ce fragment, a été découvert par George Smith au British Museum parmi les textes cunéiformes de la bibliothèque d'Ashurbanipal à Ninive. En 1872, une première petite note apparaît dans le Daily Telegraph avec le titre éloquent « In the beginning », au début. En 1875, Smith a publié une étude détaillée du texte sous le titre The Isdubar or Flood Series of Legends, dans son très populaire livre Assyrian Discoveries. Et une année plus tard, en 1876, suivit le traitement scientifique The Chaldean Account of Genesis. Toute cette affaire, ces publications, ont suscité un scandale à ce temps-là. Car soudain, l'unicité de la tradition biblique, le récit de la création dans le chapitre de la Genèse, a été remise en question. De nombreuses adaptations dans des langues différentes ont suivi, et je ne montre ici que quelques titres sélectionnés du monde scientifique. Et plus intéressant peut-être que dans l'assyriologie française, la recherche sur Gilgamesh est surtout liée aux grandes traductions et travaux d'Édouard Dorme, de Paul Garelli, qui en effet, c'est sous la direction de Paul Garelli, qui est la 7e rencontre assyriologique internationale en 1958 à Paris, a été consacrée au sujet de Gilgamesh. Et enfin à Jean Bottero, il y a d'autres, Georges Contenou. L'édition scientifique la plus détaillée a été préparée par Andrew George et apparaît en 2003. Depuis ces dates, ce sont 15 ans, toute une série d'autres témoins des textes anciens ont été identifiés et la littérature scientifique maintenant compte 1000 liens. Une recherche de Google donne plus de 18 000 résultats. C'est une étrange intemporalité qui caractérise ce texte depuis sa redécouverte dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui n'a nullement occupé que les assyriologues. Au contraire, la peinture contemporaine, la poésie, le cinéma, la science fiction, le théâtre et les romans reprennent sans cesse les motifs de l'épopée de Gilgamesh. L'un des projets les plus récents et inhabituels est certainement l'univers Marvel, où Gilgamesh appartient au groupe des Avengers éternels. Son nom est The Forgotten One, l'oublié, une allusion ironique aux efforts de Gilgamesh pour atteindre l'immortalité. Ici, je vous montre deux titres qui nous donnent une image de Gilgamesh
assez fantastique, à droite et à gauche. Et voilà, jusqu'à une petite impression. À gauche, vous pouvez voir Gilgamesh en action, avec des collègues de l'équipe Avengers. Et il y a évidemment un grand saut dans le temps. Les derniers mots de Captain America, voilà, ici, sont, je cite, « Que le ciel me vienne en aide, je ne pense pas que Gilgamesh soit dans mon aire, je commence à penser que je suis dans la sienne. » Et puis, bas à droite, dans la zone violette, nous retombons dans le passé, je cite encore, « Bien sûr, il y a près de 5000 ans, les héros de l'épopée de Gilgamesh étaient le roi d'Uruk en Mésopotamie, il a rencontré et combattu une bête, un homme appelé Enkidu, après quoi les deux sont devenus rapidement amis. » C'est la présence de Gilgamesh dans notre ère. Je vous demande votre indulgence pour cet aperçu approximatif des aspects matériels, historiques et scientifiques les plus importants de l'épopée de Gilgamesh. On pourrait dire beaucoup plus de choses et des détails, mais le sujet de ma conférence n'est pas l'épopée de Gilgamesh, mais plutôt l'archéologie du temps, en tant qu'elle est gelée dans l'épopée. Je veux montrer que l'épopée réunit plusieurs traditions différentes de temporalité, des réflexions sur le temps et des mises en œuvre du temps. Le temps est une dimension principale de l'épopée, et cela ne concerne pas seulement la question évidente de la vie éternelle et de la mortalité des hommes et de l'éternité des dieux. Le thème du temps se reflète dans les pratiques quotidiennes, dans les références aux structures temporelles, dans des explications plus ou moins scientifiques pour des phénomènes liés au temps. Il imprègne la langue du texte, sa structure, les personnages des différents protagonistes, les sujets. Et en définitive, on pourrait dire que ce texte est un récit héroïque, un texte de sagesse et un texte didactique sur le temps. Une sociologie de la compréhension du temps dans la société de l'ancienne Mésopotamie ou, si vous voulez, une grande philosophie du temps. Dans ce qui suit, j'aimerais poursuivre cette thèse sous différents angles. Et aujourd'hui, dans le temps qui reste, il s'agit des grandes lignes. Pour les citations du texte ancien, je m'appuierai sur les œuvres de Jean Bottero, Stéphane Maul et André Georges. Premier point, c'est le début du texte qui a été déjà mentionné. L'incipit, c'est 3 mots avec lesquels les anciens savants se référaient à l'épopée de Gilgamesh, Shah-Nagba Imuru. C'est lui qui a vu les profondeurs. Ils sont d'abord très frappantes dans leur étrange indétermination. Le Shah, pronom relatif d'introduction, fait référence à la caractérisation suivante, mais il faut beaucoup de temps, beaucoup de lignes avant que le nom du protagoniste ne soit même mentionné. Et pourtant, ces 3 mots contiennent déjà les programmes entiers de la narration. Il y a 3 niveaux qui sont abordés par ces mots. Premièrement, la profondeur du temps. Deuxièmement, la profondeur de l'espace. Et troisièmement, la profondeur de la condition humaine, tous comprimés dans le mot acadien Nagbu. La profondeur du temps est reprise de manière très élémentaire dans l'épopée comme une question d'extension du temps. Les horloges divines et les inventions humaines du calendrier, la computation. Les possibilités de surmonter les temps sont décrites, par exemple, à travers les rêves. Et je vais parler de ce motif plus tard, je pense dans 2 semaines. Nous apprenons à connaître des plans au-delà de la temporalité humaine, le monde de Dieu, le monde souterrain, les lieux où, selon les idées mésopotamiennes, l'homme existe pour toujours en tant qu'esprit des morts
et l'île d'Utnapishtim, le Noé, qui est éloignée du temps. Et encore et toujours, le texte aborde les liens entre les passés, les présents et les futurs, qui est une question essentielle. Je donne un exemple. Debout sur les murs d'Uruk, l'auditeur, les lecteurs demandent au public, et je cite, « Ouvrez la boîte, disait la tablette ». La tablette sur laquelle sont enregistrés les actes de Gilgamesh. Et cela signifie déplier la temporalité comprimée dans les récits écrits, suivre les traces de l'homme qui a vu les profondeurs. Ce sont aussi, comme j'ai dit, les profondeurs de l'espace. La mesure physique de l'espace, la description profondeur de la Terre commence avec la célèbre taichoscopie, la vue de la mur, d'abord à travers la ville d'Uruk, qui se compose d'un tiers de jardins, de pâturages, de terres vides et un tiers de la ville elle-même. Et au cours des textes, on a autres références sur l'espace géographique. Nous atteignons Sirara, les montagnes du Liban et de l'Anti-Liban à l'ouest, en traversant les plaines alluviales de Nippur au nord, à Uruk au sud, et à la fin, sa recherche mène Gilgamesh à l'extrême est, à l'endroit où le soleil émerge entre les montagnes, à la mer de pierre et aux enfers. Troisièmement, la profondeur de la condition humana comme sémantique du mot Nagbu. Cela n'inclut pas le motif de la mortalité. Il s'agit de la question qui est-ce qui constitue réellement l'homme. Il est caractérisé comme un être communautaire, comme un zoon politikon dans toute sa diversité. Ville et steppe, civilisation et nature sauvage, homme et animal sont les thèmes qui sont évoqués ici. Donc, ces mots acadiens Nagbu, profondeur, contient en quelque sorte tout un tableau d'interprétation possible. Et comme le montrent les brefs aperçus des motifs qui lui sont associés, c'est une offre au lecteur, ou l'auditeur. Chacun trouve son propre accès à ces textes, et c'est là qui réside la grande force de ce texte. Deuxième point, le récit comme phénomène temporel. Un récit se déroule toujours dans la dimension du temps. D'une part, la narration signifie la séquentialité, la pure séquence des mots, des phrases, des thèmes, des chapitres. D'autre part, cela signifiait la possibilité de synchronicité et de simultanéité, de anticipation et de recours. La juxtaposition et la coexistence des différentes histoires, des différents chronotopes donnent un texte très caractéristique, un tissu de temps. Ce tissu de temporalité maintient l'histoire. Le mur déjà mentionné fait le plus grand arc. Dans la tablette 1, le lecteur imaginaire se tient avec un guide imaginaire sur le mur de la ville d'Uruk, et de là, il glisse de l'ici et du maintenant dans l'histoire. À la fin du 11e tablette, Gilgamesh retourne épuisé à la ville accompagné du Ur-Shanabi et lui montre la magnifique ville dont il est roi. Et il dit, je cite, « Montre Ur-Shanabi, déambuler sur les remparts d'Uruk, considère ces soubassements scrutant les fondations. Tout cela n'est pas une brique cuite. Une personne de cet âge a été admise à la fondation. 300 hectares de villes, des jardins, des terres vierges. C'est l'apanage du temple d'Ishtar. Avec ça, tu couvres du regard l'entier domaine d'Uruk. Une composition d'anneaux temporels est créée ici, un entrelacement du présent et du passé, semblable aux structures complexes d'une Gödel ou d'une Asher. Dans cet anneau, à son tour, on trouve une multitude de lignes temporelles, outre la ligne de Gilgamesh lui-même,
C'est surtout celle des Enkidu, mais aussi l'histoire de l'humanité avant et après le déluge, l'histoire de la population d'Uruk. Ils traitent tout de la temporalité et ils utilisent des aspects de la temporalité comme un dispositif stylistique. Cela comprend les techniques de décélération et d'accélération dans les textes et les moyens stylistiques de répétition. Tous sont temporels. Et troisième point final, on peut faire une analyse lexico-linguistique du texte et examiner les différentes sémantiques de la temporalité. À titre d'exemple, je vais vous montrer une simple compilation des termes opposés qu'on trouve dans la première tablette. C'est maintenant et avant. C'est jour et nuit. C'est sommeil et éveil. Inaction, action. C'est jeune et vieux. C'est animal et humain. C'est rêve, réalité. C'est temps structuré et non structuré. C'est changement des continuités. C'est avant les déluges, après les déluges. C'est passé et futur. Et de là, comme ça, on peut proposer des lignes, des profils qui caractérisent chaque tablette. Donc, pour la première tablette, il y a des thèmes de création, de croissance, des césures de vie, passage d'une étape à une autre sans pouvoir revenir à l'étape précédente, le rythme circadien, opposé à les rythmes des animaux intemporels, contraire au rythme humain structuré, le culte, le comptage des jours, technique très élémentaire, des rêves qui servent comme voyage dans le temps, des rêves passés qui expliquent ce qui a été passé et qui va venir à venir. Donc, toute une série des données qui situent l'époque, la temporalité dans le texte. Et on peut passer ça pour chaque tablette. On va regarder plus précisément quelques-unes de ces analyses dans les semaines à venir. C'est la phrase « Ameluti manu umusha ». En ce qui concerne l'humanité, ces jours sont comptés, ou peut-être mieux, en ce qui concerne l'être humain, ces jours sont comptés, qui donne l'idée principale de cette tablette. Et chaque tablette a une telle base clé. Laissez-moi enfin revenir à la thèse initiale pour conclure. Le temps et la temporalité sont apparemment des thèmes centraux de l'épopée de Gilgamesh. Le texte entier est imprégné thématiquement, lexicalement, structurellement et en termes de contenu. Ceci est d'autant plus frappant qu'il n'y a aucun mot dans aucune des langues cuneiformes connues qui pourrait être traduit comme un équivalent de notre terme temps. Je voudrais donc conclure en résumant les directives temporelles les plus importantes du texte. Et ce sont des directives qu'on va rencontrer plusieurs fois. Première, le texte essaie de comprendre le temps en se débattant avec la fugacité de la vie humaine. Deuxièmement, il quantifie le temps en comptant, ce qui présuppose le passage du temps, et en calculant les actions humaines. Et se déroule de ça la historiographie. Troisièmement, il visualise le passage du temps à travers la décomposition du pain. Donc, il y a un accès très, très direct pour faire clair qu'il y a quelque chose qui change. Quatrièmement, il défie les concepts du temps en décrivant l'expérience du temps dans des zones où les temps ne devraient pas être présents.
dans le domaine de Utnapishtim, le seul survivant du déluge, immortel lui-même, mais pas divine. Et cinquième, le texte offre une solution aux frontières du temps en révélant comment on va durer au-delà. Donc, sous les titres La gestion du temps en Mésopotamie et la découverte du concept d'espace-temps, nous examinerons la pratique de la chronotaxie plus clairement et sa réflexion dans l'épopée de Gilgamesh à la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.